Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Mathilde Ley-Marie, je travaille à la direction de la nature de Bordeaux Métropole. Et donc, je vais vous présenter la prise en compte des zones humides dans le projet biodiversité de Bordeaux Métropole. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet biodiversité? Donc, je vais vous présenter un petit peu deux phases du projet. La première phase 2017-2020, puis la phase 2021-2026 sur laquelle nous sommes en ce moment. Donc l'objectif, en fait, au début de cette stratégie, c'est vraiment de créer une stratégie gagnant-gagnant, en permettant un aménagement raisonné du territoire avec la nature et sur des espaces à enjeux écologiques faibles, voire nuls, et évidemment, en parallèle, de préserver tout notre territoire qui est très riche en biodiversité et en zone humide. Donc on a travaillé à deux échelles dans le cadre de ce programme biodiversité. Une première échelle vraiment territoriale sur les 58 000 hectares de Bordeaux Métropole, qui est passée donc vraiment par l'amélioration de la connaissance des enjeux écologiques et une volonté de les traduire dans le plan local d'urbanisme. Et une deuxième échelle qui est l'échelle du projet d'aménagement, où là on a beaucoup travaillé sur l'amélioration de l'application de la stratégie, de la doctrine ERC dans le cadre de nos projets. Donc il y a eu 4 axes de travail: l'amélioration de la connaissance, la mise en œuvre de la doctrine ERC, la traduction et les suivis des enjeux écologiques, médiation et communication bien sûr. Donc comment est-ce qu'on s'y est pris? Déjà, on a travaillé de manière très pluridisciplinaire, en collaboration avec des acteurs variés, et notamment on a fait des collaborations sous la forme de partenariats de recherche-action. Donc là vous avez vraiment la liste de tous nos partenaires. Le pointeur ne marche pas, si, je le vois pas. Ah si, voilà la liste de tous nos partenaires et aussi de nos soutiens financiers, Agence de l'eau Adour-Garonne, département, l'ADEME et le ministère au travers du programme d'investissement d'avenir. Et donc c'était un budget de un peu plus d'1 million d'euros là sur la période 2017-2020, donc qui a quand même été cofinancé à 80%, donc ça aide aussi beaucoup. Donc les principaux résultats, là je vais vous faire un rapide point sur l'ensemble des résultats, puis après je rentre vraiment dans les précisions sur le volet zone humide. Donc sur l'amélioration de la connaissance, on a obtenu donc plusieurs données, plusieurs cartes. Donc une cartographie des habitats naturels et de la localisation des espèces protégées, donc qui a été réalisée par le Conservatoire botanique. Une cartographie des zones humides sur laquelle on va revenir. Une cartographie des réseaux écologiques sur laquelle on a travaillé avec l'Université de Bordeaux. Des cartographies des services écosystémiques, bon là c'est l'îlot de chaleur urbain, mais voilà, l'inverse c'est donc l'îlot de fraîcheur, et une première cartographie du réseau de conservation principal. Donc sur le volet zone humide, comment est-ce qu'on a réalisé cette carte à l'échelle de la métropole? Donc on a utilisé évidemment les deux critères, le critère végétation-habitat et le critère pédologique. Donc sur le critère végétation-habitat, c'est le Conservatoire botanique qui a réalisé vraiment des inventaires sur site. Donc ils ont travaillé sur 210 jours de terrain sur l'ensemble des 3 années, donc c'est quand même assez conséquent. Et donc ils ont complété par moment, quand c'était nécessaire, quand ils ne pouvaient pas pénétrer par exemple sur les parcelles, par de la photo-interprétation. Donc la caractérisation des zones humides, elle s'est fait comment? Le conservatoire a retenu donc 116 taxons qui sont caractéristiques de zones humides selon l'arrêté de 2008, tout simplement. Mais ils ont aussi retenu d'autres que je ne vous présente pas ici, qui sont selon eux des caractérisations de zones humides qui n'ont pas été retenues dans l'arrêté, mais qui, d'un point de vue scientifique, constituent quand même des zones humides. Donc ces zones humides, selon le critère habitat-végétation, ça représente environ 5000 hectares, c'est les zones en bleu ciel, voilà. Et les zones qui sont figurées en vert clair, ce sont les zones propartées, donc celles sur lesquelles vraiment on a besoin soit d'aller dans le détail d'une analyse plus fine à la parcelle de l'aspect floristique, soit d'y ajouter un critère pédologique. Sur le volet critères sol, donc pédologie, on a travaillé avec l'équipe sol de Bordeaux Sciences Agro. Et donc là, on a vraiment eu 2 approches en fonction de 2 secteurs de la métropole. Donc il y a un secteur qui est la rive droite de la Garonne, la Garonne est ici, et un secteur que je vous présenterai après qui est la rive gauche. Donc sur le cas de la rive droite, on avait la chance d'avoir de nombreuses cartes pédologiques et géologiques qui étaient préexistantes et qui ont vraiment servi de base de données. Et le modèle en fait, qui a été créé combine ces cartes-là préexistantes avec l'indice de Bevan-Kirby, des modèles numériques de terrain au pas de 5 mètres et 25 mètres, le modèle d'occupation du sol de TIA et près de 500 sondages pédologiques qui ont été réalisés de manière à calibrer puis confirmer le modèle. Ce qui est très intéressant, c'est que la cohérence du modèle aujourd'hui avec la réalité de terrain, elle est de plus de 90%. Donc on considère aujourd'hui qu'on a une donnée très fiable sur la rive droite de la Garonne avec une cartographie des zones humides pédologiques parfaitement fiable. Sur la rive gauche, ça se complique.
Pourquoi ça se complique? Pourquoi est-ce qu'on a été obligé de faire un nouveau modèle? C'est que sur la rive gauche, en fait, les caractéristiques, elles sont complètement différentes, toutes les caractéristiques de sol. Alors déjà ici, parce qu'on est vraiment dans les Landes de Gascogne, sur des sols plutôt sableux, mais aussi parce que, en termes de relief et d'hydrologie, voilà, c'est vraiment très très différent, et on n'avait pas de carte pédologique préexistante comme on avait pu l'avoir sur la rive droite. Donc là, on a utilisé une nouvelle méthodologie qui est assez récente, qui est la chromatotopographie, et donc qui va reposer sur plusieurs critères, donc le gradient de pente, le dénivelé hydrographique, et de nouveau l'indice de Beven-Kirby, qui fonctionne quand même assez bien. Et de nouveau, l'utilisation du modèle s'appuie sur des relevés de terrain qui viennent à la fois le calibrer, puis ensuite le confirmer. Donc sur cette rive gauche, en fait, on n'a pas terminé le travail. Mais quand même, là où le travail est terminé, c'est-à-dire là où on a pu vraiment faire les relevés de terrain pour le calibrage, on a un taux de cohérence du modèle qui est de 89%, donc c'est quand même très, très bon, voilà. Mais on a encore 40% du territoire qui n'a pas été validé, donc ça sera fait dans un second temps. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin ? On obtient sur votre droite vraiment une cartographie globale où on a combiné le volet pédologique, bien sûr, le volet végétation, mais où aussi on s'est embêté à aller rechercher toutes nos zones humides selon les études, avec un S ça aurait été mieux, qu'on avait faites voilà, un peu partout, avec beaucoup de bureaux d'études et qu'on n'avait pas vraiment collecté au même endroit. Donc, ce qui fait que sur cette carte, voilà, on a les zones humides telles qu'on les connaît aujourd'hui sur la métropole. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vraiment, voilà, c'est une cartographie qu'on a mise à l'épreuve et qu'on met à l'épreuve tous les jours. Et donc là, vous avez l'exemple d'un site à ce nom. Donc là, c'est selon le modèle, puisqu'on n'avait que de la donnée pédologique modélisée sur ce site-là. Et ça, c'est selon l'étude qui a été faite sur le terrain précisément. Donc, on peut dire quand même que ça fonctionne plutôt bien. Autre volet qu'on a utilisé dans ce biodiversité 2017-2020, c'est des développements de nouveaux outils de prise en compte de la biodiversité dans les projets d'aménagement. C'est ce que je vous disais, c'est l'autre échelle de travail qu'on a voulu tester dans le cadre de cette première phase, et notamment sur l'application de cette doctrine éviter, réduire, compenser. Elle est claire, mais elle est difficile à appliquer pour les aménageurs. Ça, on se le rend compte au quotidien. Donc, il y a beaucoup de blocages, des blocages réglementaires, des blocages dans l'avancement des projets. Donc, on a voulu améliorer ce volet-là. Donc on a travaillé sur 3 outils, dont un outil que je vous présente mais vraiment très rapidement aujourd'hui, qui est l'outil biodiversité, avec ERC au milieu. On a continué dans les jeux de mots. Donc c'est un outil informatique qui est à l'usage des aménageurs, et en fait qui permet de calculer le coût de la mise en œuvre des mesures environnementales. Mesures environnementales, c'est-à-dire mesures éviter, réduire, compenser. Et en fait, ça s'utilise vraiment très en amont des projets, et ça permet d'intégrer le coût de ces mesures environnementales dans les projets, au même titre qu'on va avoir le coût de plein de choses dans un projet d'aménagement. Et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cet outil-là, il permet de créer des scénarios d'aménagement. Un scénario où on fait que de l'évitement et de la réduction d'impact, un scénario où on fait un peu n'importe quoi, on fait que de la compensation, et un scénario, on va dire, aléatoire, un petit peu entre les deux. Et ce que permet en fait cet outil, c'est vraiment de démontrer l'intérêt économique de l'évitement et de la réduction des impacts. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait mettre en avant auprès de nos aménageurs. Voilà, si faire de l'évitement et de la réduction, ça ne vous intéresse pas, je pense que le volet économique, c'est toujours quelque chose qui peut intéresser. Ça, c'est très anthropocentré comme approche, mais voilà, c'est ce qui intéresse parfois d'autres gens. Et donc, ce que propose aussi l'outil qui est assez intéressant, c'est le chiffrage des services rendus par la parcelle avant son aménagement et le pourcentage préservé après l'aménagement. Et donc ça a vraiment une valeur pédagogique, notamment pour nos élus, pour démontrer qu'une parcelle naturelle non artificialisée, c'est pas une parcelle qui ne tient aucun rôle et qui n'a aucun intérêt. Elle tient déjà un rôle, elle a déjà un intérêt, elle rend des services, et donc plus on va préserver ces services, et mieux ce sera. Donc là, c'est simplement pour vous montrer ce que donne l'outil. Ici, c'est sur le volet service écosystémique, justement. Et donc, on a la valeur du service écosystémique avant le projet. La valeur en bleu qui est préservée si on ne fait aucune mesure environnementale, et la valeur qui est détruite. Là, on a le scénario le plus vertueux où on fait de l'évitement et de la réduction d'impact. Donc ça, c'est ce qui est préservé à la base. Ça, c'est ce qui est préservé par l'évitement et la réduction. Et ça, c'est quand même ce qui reste détruit à la fin. Ça, c'est quand on ne fait que de la compensation, et ça, c'est un scénario personnalisé. Un autre résultat intéressant de ce biodiversité 2017-2020 que je voulais vous présenter, c'est la mise en place d'un observatoire de la nature de Bordeaux Métropole. Voilà, donc il y avait 3 objectifs principaux: suivre l'état de la biodiversité, partager, sensibiliser, informer, alerter les élus. Et donc, on a défini 4 grandes familles d'indicateurs qui sont très classiques. Indicateurs d'état, état de la biodiversité, de la nature, des milieux naturels. Indicateurs de pression pour identifier les pressions qui pèsent sur ces milieux et ces espèces et ces habitats.
un indicateur sur les services écosystémiques et un indicateur sur notre réponse à nous en tant que politique publique à ces enjeux-là qui ont été identifiés. Je vous ai mis le lien vers le site d'ailleurs si jamais vous voulez le consulter. Et donc là, je vous ai fait un petit zoom sur l'indicateur N24 qui est le nombre de dossiers d'autorisation de destruction de zones humides parce que c'est un des éléments qu'on aimerait pouvoir suivre, parce que nous, en tant que collectivité, on est aménageurs, mais aussi on a beaucoup de privés, il y a d'autres collectivités, et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas bien à suivre. Donc là, on a beaucoup travaillé avec la DDTM, justement, pour pouvoir récupérer un petit peu tous ces éléments-là. Et donc, voilà, on a dans cet indicateur pas mal de données vraiment très intéressantes, notamment les surfaces de zones humides en hectares qui ont été détruites sur la métropole voilà, depuis 2017, ou encore à quel type d'activité, finalement, cette destruction se rapporte. Et donc là, l'intérêt, c'est vraiment, après, d'aller voir avec les élus, de mettre en perspective ces éléments-là, ces résultats-là, et de voir comment est-ce qu'on peut essayer de limiter ces impacts et à quel niveau il faut qu'on intervienne pour les limiter. J'avance vers biodiversité 2, donc vers 2021-2026. Donc suite à ce biodiversité 1, on avait beaucoup de connaissances, on avait acquis pas mal d'éléments. Et donc là, on voulait vraiment passer à quelque chose de plus opérationnel dans cette phase 2, 2021-2026. Donc on a établi un plan d'action en 4 axes. Donc il y a 29 fiches actions, 53 fiches plus précises. Évidemment, je ne vais pas vous les présenter, mais je vais vous en présenter quand même quelques-unes. Donc l'axe 1, c'est suivre l'état de la biodiversité du territoire. L'axe 2, préserver et restaurer les milieux naturels. Axe 3, faire de la nature urbaine un élément de la trame verte et bleue. Axe 4, sensibiliser le public, les acteurs et les élus. Donc dans l'axe 1, une première action que je souhaitais vous présenter, c'est la poursuite de l'amélioration de la connaissance sur les zones humides. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la cartographie qu'on obtient à la fin de nos zones humides, elle n'est pas tout à fait terminée. Donc ça, c'est une action qui est en cours de complément. Sur le volet flore, en fait, le conservatoire botanique, finalement, continue son travail. Donc il va aller préciser dans certaines zones, notamment là où il n'avait pas pu rentrer, les éléments sur la végétation humide. Et il va assurer un suivi cartographique. Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce qu'on va pouvoir suivre l'évolution surfacique de ces végétations humides, notamment. Sur le volet sol, on a le modèle qui n'est pas tout à fait terminé sur la rive gauche sur certains secteurs. Donc là, ils vont continuer d'améliorer le taux de cohérence du modèle sur la rive gauche. Et ils vont aussi analyser de nouveaux éléments, notamment donc, les flores et la microfaune dans les sols de zones humides. Ils vont faire un inventaire plus poussé là, sur les tourbières et également un travail sur la microbiologie. Donc c'est un travail qui est assez intéressant sur les zones humides, sur la microbiologie, parce qu'il permet en fait de travailler sur vraiment les rôles et les fonctionnalités. Si on est plutôt sur des zones humides, rôle hydraulique, plutôt un rôle de captation de carbone, etc. Et la microbiologie renseigne très bien sur ces volets-là. Et donc aussi également de créer un référentiel local des zones humides, voilà, en caractérisant l'ensemble des sols de zones humides que l'on retrouve sur la métropole. Autre action, moi, que je trouve très intéressante, qui est partiellement terminée, mais qui sur le volet zones humides est terminée, on l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est que le PLU, c'est quand même un outil de planification qui est assez incroyable, parce qu'il permet de définir des secteurs à préserver au travers de nombreux zonages réglementaires qui sont mis à disposition. Et donc finalement, nous, on l'utilise comme un outil de protection anticipée des milieux naturels. Alors jusqu'à maintenant, on avait traduit très peu d'éléments à l'intérieur. Et en fait, c'est un peu une de nos petites réussites, c'est que dans le cadre de la 11e modification du PLU qui est en cours d'approbation, là, en 2022, nous avons pu traduire les zones humides que nous avions identifiées dans le cadre de biodiversité 1. Donc la cartographie des zones humides qui a été obtenue par la combinaison des cartes pédologiques et des relevés de végétation a été intégralement traduite. Le zonage utilisé, c'est le zonage qui s'appelle ZH, qui est voilà, le règlement de notre PLU en disposait déjà durant la dernière révision, donc ça nous a permis de l'utiliser. Le règlement qui a été retenu, et ça c'est assez intéressant parce que ça a fait l'objet de quand même pas mal de débats, c'est un règlement informatif. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est que ça oblige le porteur de projet, d'une part, à vérifier la présence effective de sa zone humide, parce qu'évidemment, comme on a une partie qui est modélisée, on ne peut pas assurer la réalité non plus complètement. Donc ça oblige le porteur de projet, qu'il soit soumis ou non à quoi que ce soit, à vérifier quand même la présence de la zone humide. Et si l'aménageur ou le porteur de projet évite d'impacter cette zone humide, il va pouvoir déroger aux règles d'urbanisme sur son secteur. Donc finalement, c'est un peu la carotte et le bâton. Soit effectivement, il a une zone humide, il a détruit, là il rentre sur le dossier loi sur l'eau, etc. Donc il rentre dans des complications. Soit il évite d'impacter sa zone humide, et là il va pouvoir déroger aux règles d'urbanisme, il va par exemple pouvoir faire un étage supplémentaire ou autre. Donc c'est assez intéressant. Les difficultés rencontrées quand même sur cette traduction, c'est que ça nécessite une concertation vraiment très importante, notamment auprès des élus, parce qu'il y a pu y avoir certains élus assez réfractaires, parce que c'est vrai que ça fait peur de retrouver son territoire tartiné de zones humides de partout. Voilà. Donc voilà, on peut comprendre.
Donc, l'intérêt vraiment de cette traduction, c'est qu'elle permet d'anticiper au maximum l'évitement des zones humides. Elle a un profit direct pour l'aménageur qui va éviter. Et donc, c'est une solution qui permet d'aller au-delà de l'aspect réglementaire, parce qu'il y a plein de dossiers qui détruisent des zones humides, mais qui avaient échappé finalement à tout inventaire préalable et à tout type de dossier réglementaire, quel qu'il soit. Donc également très rapidement, voilà, dans le cadre du plan d'action biodiversité, on conçoit et on pilote des projets environnementaux. Là notamment, c'est un site agricole, les Marais de Péchaud, qui fait 200 hectares, avec aujourd'hui une zone humide extrêmement dégradée. Et en fait, on va utiliser l'agroécologie, donc on va quand même continuer d'avoir une identité agricole sur ce site, mais pour restaurer ces 200 hectares de zones humides. Également dans ce plan d'action, des actions de désartificialisation de cours d'eau, voilà, avec soit des réouvertures de cours d'eau, des reculs de digues, etc., qui vont nous permettre aussi de travailler sur de la restauration de zones humides. En conclusion, donc un plan d'action ambitieux, donc voilà 53 fiches actions, 9,2 millions d'euros sur 5 ans, des actions plus opérationnelles, des cofinancements obtenus attendus, voilà, qui sont assez nombreux, hein, notamment obtenus déjà à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le département et la région Nouvelle-Aquitaine. Des partenariats qui se poursuivent, donc tous les partenariats de recherche-action que je vous ai présentés en phase 1 avec les laboratoires de recherche et les associations naturalistes se poursuivent. Et voilà, il y a un plan d'action qui va nécessiter une mobilisation collective assez importante et aussi une évaluation en continu qu'on va faire au travers de cet observatoire de la nature. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? J'avais plusieurs questions. Par rapport, du coup, à l'intégration des zones humides dans le règlement écrit et graphique, donc vous indiquiez que vous aviez les sous-zonages zones humides pour les zones N et également A. Oui, alors c'est un surzonage en fait. Surzonage. Et voilà, donc ça permet de le mettre par-dessus. D'accord. Et du U, du AU, du A, etc. Et dans le contenu prescriptif, on va dire, dans le règlement, sur ce surzonage zone humide, il y a des spécificités si c'est A ou N ou il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas par contre. C'est-à-dire, voilà, c'est toujours le même type de règles. Par contre, ce qu'on peut faire, comme c'est un surzonage, c'est faire des fiches spécifiques sur certains sites. Si on a des éléments plus précis, par exemple en zone N, où on veut préciser le type de gestion, le type de restauration qu'il faudrait mettre en œuvre, le règlement du PLU aujourd'hui le permet. On pourrait le faire, sauf qu'on n'en est pas encore là, mais en tout cas c'est en projet quand même de faire quelque chose de plus prescriptif, notamment dans les zones N et A. D'accord. Et après, au niveau du suivi, alors, est-ce qu'il y a l'utilisation des indicateurs MEO ou pas ? Alors, on travaille avec le CEN, justement, Nouvelle-Aquitaine, qui nous a parlé de ces indicateurs MEO. Alors, nous, on les connaissait pas forcément, mais c'est une possibilité. Enfin, on en parle avec eux en ce moment, donc voilà, c'est possible. D'accord. Et puis après, c'est simplement une remarque, mais ça a été très vite. Donc, il y avait des diagrammes là, où il y avait le scénario plutôt tout compensation, où il semblait y avoir un équilibre entre le haut et le bas. Donc, on était déjà dans un scénario plutôt préférentiel où il y avait une équivalence écologique. Alors que c'est pas souvent le cas, non, alors, sur la compensation. Non. En fait, là, sur la compensation, c'est tous les services écosystémiques qui sont détruits et qui ne seront pas retrouvés. Ah, voilà, alors je l'avais mal traduit. Voilà. Là, en marron, c'est tout ce qui n'est pas retrouvé. En vert, c'est ce qui est retrouvé si jamais on met en place des mesures d'évitement, de réduction. Et en bleu, c'est ce qui était à l'origine et qui reste, on va dire. Voilà. Bon, là, c'est un scénario un peu fictif, on va dire, mais voilà, c'est pour montrer un petit peu ce que peut donner l'outil. Voilà. Et excusez-moi, la question, le PLU, il est adopté, donc du coup, il est disponible, on peut consulter le règlement Alors, le PLU en lui-même, il date de 2016, donc il est adopté. Oui. Par contre, la modification en cours, qui intègre les zones humides partout, là, c'est en cours de validation. D'accord. Donc ça ne devrait pas tarder. Du coup, aujourd'hui, les documents peut-être sont à la consultation, on peut accéder. Je pense qu'ils sont en consultation et je me demande si la consultation n'est pas terminée. Il faudrait que vous regardiez. Je regarderai aussi peut-être. Mais voilà. D'accord. Bon, merci. Oui, Gérard Cablanquet, élu au Pays Sud Toulousain en charge du SCOT. Alors, c'est pas tellement là. J'ai une question, c'est avant, mais j'étais perdu sur mon téléphone en train de chercher la définition de toutes les abréviations. En plus de ça, vous aurez dû mettre un glossaire. Ceci étant, je sais que c'est une journée technique, mais les élus, bien qu'ayant des facultés cognitives très importantes, des fois, ils calent.
Voilà, ça, bon, c'est juste une partie. Alors, j'avais 2 questions. La première, justement, il y a plein de liens. Est-ce que les différents PowerPoint seront disponibles quelque part pour les charger? Et voilà. Voilà. Et la deuxième, alors, peut-être j'ai loupé un épisode, mais c'était par rapport, donc, l'ERC compensé. Est-ce que c'est, comment dire, je vais être très, comment dire, primaire, est-ce que c'est compensé en recréant une zone humide, ce qui est absolument impensable, parce que vous l'avez, même là, vous l'avez expliqué, mais la notion de compenser, forcément, on peut compenser en superficie, on va dire, mais en qualité, on l'a vu dans vos diagrammes, qu'il y a une perte. Enfin, est-ce qu'il y a une notion de superficie égale, ou est-ce qu'il y a une notion de qualité si on crée quelque chose par ailleurs? C'est un petit peu, ça a été évoqué par mes prédécessrices, non, je ne sais pas comment le dire. Ouais, j'arrive pas à le mettre au fin. Mais oui, effectivement, la notion de compensation sur les zones humides, il y a à la fois la notion de surface et la notion de qualité. Mais aujourd'hui, ce qu'on essaie d'atteindre, c'est l'équivalence écologique. Et la chance qu'on a sur le volet zone humide, c'est qu'on a un véritable outil pour calculer cette équivalence entre la zone impactée qui est détruite et la zone qui est restaurée. Après, sur la question des créations de zones humides, sortie de nulle part, effectivement, dans le cadre de la compensation, on ne compense pas là où il n'y a pas de zone humide préexistante. En tout cas, nous, sur notre territoire, on ne le fait pas, parce qu'effectivement, il n'y a aucune raison, aucune garantie de réussite de ce type de projet. Donc, on va plutôt être dans des opérations de restauration, de manière à restaurer des fonctions qui auront été perdues ailleurs. Là, c'est vrai que ce qui est assez... Ce qu'on a voulu faire ressortir ici, c'est que finalement, la perte, c'est perdu pour ce site-là. Même si la compensation, elle permet de recréer ce service ailleurs, en fait. Finalement, la restauration, dans le cadre d'une compensation, elle ne recrée pas le service sur la zone d'impact. Elle la recrée ailleurs. Donc l'impact, il est perdu ici, à cet endroit-là. Mais dans la réalité, évidemment, qu'on recrée quand même le service ailleurs, si on réussit à mettre en place la compensation correctement, ce qui, je rappelle, est déjà un challenge en soi. Donc, voilà. Mais ce que nous, on voulait surtout faire ressortir, c'est qu'il faut éviter absolument de compenser, parce que c'est ça surtout qu'on essaie de mettre en avant. Voilà. Juste pour compléter sur la première partie, effectivement, toutes les présentations seront disponibles. Et pour information, il y a aussi les vidéos qui seront mises à disposition de toutes les présentations. Et on vous joindra un glossaire. Voilà, dans le cadre du SAGE, là, il y a un glossaire qui existe déjà. On vous le transmettra par communication, on le mettra sur le site du SAGE sans difficulté. Voilà. Mais on vous communiquera en tout cas à minima aux participants, mais plus largement sur l'ensemble du SAGE. Et sur la compensation, c'est ce qui a été dit par Stéphanie, c'est qu'au niveau du SDAGE, voilà, et même au niveau du SAGE, on dit bien qu'il, dans le cadre de la restauration de zones humides existantes ou qui existaient auparavant, que de créer ex nihilo de nouvelles zones humides qui ne pourraient pas être fonctionnelles ou difficilement. Voilà, merci. Oui, Dominique Tessaïra de l'Agence de l'eau. Justement, toujours sur la compensation, on est bien d'accord qu'il faut éviter au maximum. C'est pas toujours possible. Donc, est-ce que dans le cadre de la démarche biodiversité, vous entreprenez quelque chose pour finalement faciliter aussi cet exercice de compensation une fois que toutes les autres solutions ont été épuisées? Oui, effectivement. Alors, je ne l'ai pas présenté parce que j'avais peur d'être trop longue, mais comme j'ai parlé à 1000 à l'heure, apparemment, j'aurais eu le temps de le présenter. Donc, effectivement, on a établi une stratégie compensatoire à l'échelle métropolitaine, vraiment dans l'état d'esprit qu'il fallait absolument gérer cette compensation à l'échelle territoriale, parce qu'en fait, on avait des compensations un peu à droite, à gauche, et finalement, d'un point de vue écologique, ça n'avait plus de sens. Donc, on a envisagé plusieurs solutions, après études un petit peu poussées, benchmarking sur le sujet. On a 2 modèles, en fait, sur la métropole. Un modèle pool foncier. Donc là, on fait de l'acquisition avec du pool foncier qui répond à nos grands enjeux, c'est-à-dire essentiellement des enjeux liés aux zones humides et aux amphibiens. C'est ce qu'on rencontre le plus souvent dans nos dossiers de dérogation espèces pro et loi sur l'eau.
Donc on a un pool foncier qui est constitué aujourd'hui, qui représente à peu près entre 70 et 90 hectares. Pour constituer ce pool foncier, en fait, on est allé chercher dans les parcelles dont on était déjà propriétaire. En fait, on est allé les investiguer, vérifier celles qui pouvaient prétendre à la compensation, et on continue d'alimenter ce pool foncier au travers des différentes ventes qui se font sur le territoire. Donc ça, c'est un premier volet. Et un deuxième volet, on expérimente la mise en œuvre de sites naturels de compensation, de SNC, sur certains sites de grande surface. Et donc, pour rappel, le SNC, c'est une compensation par l'offre et en anticipation, c'est-à-dire on met en place 26 hectares de restauration écologique, et après, quand le besoin compensatoire arrive, la compensation finalement est déjà mise en œuvre, et donc on va venir retirer des petits bouts enfin retirer, on les retire pas, mais on diminue au fur et à mesure la disponibilité de cette zone pour d'autres compensations au fur et à mesure qu'elle est utilisée en fait finalement. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui à la métropole. Oui. Oui. Bonjour, pardon. Donc Christelle Carpentier, Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. J'ai deux questions. Déjà, sur la fonction, vous avez dit qu'il y avait eu une étude pédologique. Donc j'aurais voulu savoir si vous aviez des profondeurs de sol approximatives sur ces zones humides, si c'est des sols qui sont plus profonds qu'ailleurs, c'est-à-dire s'il y a de l'absence de moulasse, ce genre de choses. Ensuite, est-ce qu'on a eu la capacité de mesurer exactement la quantité d'eau que ces zones étaient capables d'absorber, comment elles les restituaient ensuite au niveau des autres zones qui sont moins humides et donc plus sèches? Est-ce qu'il y a un transfert d'eau par porosité ou pas? Et ensuite, l'autre chose, c'est concernant la compensation dont vous parlez. Moi, je regrette quand même que souvent, quand il y a des compensations pour des constructions ou autres, qu'elles soient en zone humide ou pas, d'ailleurs, souvent on rachète de la terre agricole pour la bloquer, pour la renaturaliser. Et en fait, c'est un peu la double peine pour l'agriculteur, parce que des fois, il peut perdre du terrain parce que pour de la construction, et ensuite, après, on prend 50% de surface en plus, et au final, ça va pas, à un moment donné, ça va nous bloquer dans notre mission de pouvoir fournir une alimentation saine et de proximité aux concitoyens. Je vais commencer par votre dernière question, après je vais remonter dans le temps. Mais sur la dernière question, voilà, nous on est tout à fait d'accord là-dessus. Le principe que nous on s'est donné à nous-mêmes, métropole, mais donc Bordeaux Métropole pour ses propres compensations, c'est-à-dire qu'après on n'a pas la maîtrise pour tout le monde, c'est que si jamais compensation il y a sur un site agricole, l'identité agricole au sein même de la compensation est préservée. Parce que ça, c'est possible aussi. On peut faire de la restauration de haies sans empiéter complètement sur la zone agricole, voilà. Des fois, on peut faire de la prairie de fauche, ça peut tout à fait convenir, et donc convenir aussi à une activité agricole. En tout cas, quand on propose, nous, la compensation sur un site agricole, on conserve l'identité agricole du site, et pour que l'agriculteur garde aussi ça pour lui, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, donc sur les profondeurs des sondages. C'est la première question que vous avez posée. Nous, c'est vraiment très très dépendant des sites. À la métropole, on a vraiment un peu de tout. On a des zones de marais avec de la tourbière, on a des sols sableux, comme je disais, on a des zones humides perchées en haut des coteaux de Garonne. Enfin voilà. Donc c'est vraiment très particulier, et des fois à 50 cm, on va avoir déjà par exemple des traces d'hydromorphie ou autre. Des fois, il faut aller à 120 cm, et des fois, comme sur les sols sableux, c'est pas comme ça qu'on va se rendre compte réellement de l'humidité au sens réglementaire de la zone. Donc c'est vrai que là, j'ai pas vraiment une réponse complètement toute faite, je suis désolée. Mais voilà, il y a une variété de faciès de sol que nous, on rencontre chez nous, et je pense que c'est le cas de plein de territoires, et donc c'est vrai qu'on n'a pas une réponse unique à ce sujet-là. Sur l'eau, et donc le rôle de ces zones humides d'un point de vue hydraulique, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore quantifier, mais on aimerait bien travailler dessus. En tout cas, c'est une bonne idée. Et je crois qu'il y avait une autre question, mais je l'ai oubliée, je suis désolée. Non, c'est bon. Ouais. Monsieur Belloc, ici. Oui, je vais remettre ma casquette d'élu. Vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté que vous aviez avec les élus de faire passer le message.
surtout pour le PEL8, qui aujourd'hui quand même sans ces contraintes, est difficile à mettre en place et à en œuvre. Je sais que pour nous, notre communauté de communes, on a d'énormes difficultés. Les bureaux d'études souvent ne sont pas prêts à tous ces changements, donc d'énormes difficultés de compréhension et tout ça. Et la question que je pose, c'est, alors je pose à la DDT, à la DREAL, est-ce qu'un jour il y aura un document unique où on pourra s'appuyer et non pas aller chercher toutes les infos, ça a été évoqué tout à l'heure, où on n'ira pas chercher toutes ces infos un peu partout. Voilà, ma question s'arrête là, parce qu'aujourd'hui, je vous dis que les élus rencontrent d'énormes difficultés à mettre, et les bureaux d'études, je rappelle, ne sont pas prêts à ces changements. Je précise quand même que c'était un aveu d'échec de notre part, c'est-à-dire, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a manqué de pédagogie, de concertation justement auprès des élus pour expliquer ce qu'il en était, et parce qu'on n'a pas pris le temps de le faire. Et je pense que quand on veut faire ce type de traduction dans un document d'urbanisme, il faut vraiment prendre le temps de le faire correctement. Voilà, et moi, je pense qu'à l'échelle départementale, il faudra vraiment passer un message à tous les élus pour voir qu'est-ce que ces projets, ces avancées. Merci. La réponse d'abord peut-être des services de l'État, Hélène Ginès, après Julien Maille. Oui, donc Julien Maille de la DDT 82. Alors c'était pas... J'ai entendu la demande de M. Belloc. C'est vrai que c'est complexe, autant pour vous, élus, que pour les bureaux d'études, d'arriver à synthétiser l'information. Les services de l'État ont souvent ce rôle amont, c'est-à-dire d'accompagner à la fois les élus dans les révisions de PLU, en fournissant la donnée, en synthétisant. On fait des portées à connaissance, que ce soit pour les SCOT, pour les PLU, pour à différents stades. Même les porteurs de projets viennent nous trouver en phase amont. Donc voilà, on est quand même là en appui, sachant qu'il est en effet toujours compliqué après de tout mettre au même endroit. On y arrive, je pense que c'est un peu insoluble. Moi, la question que j'ai justement par rapport à cette interface entre le rôle de chacun des collectivités, de l'État, là vous sembliez dire que quand on rentre dans un dossier de compensation, où on ne va pas pouvoir éviter 100% des impacts, la collectivité, en tout cas Bordeaux Métropole, avait un peu ce rôle d'accompagner la recherche de solutions compensatoires. Donc je trouve ça très bien, parce que nous, on n'a clairement pas les moyens d'aller là-dessus, sur les aider à trouver une compensation pertinente qui va correspondre à nos attentes in fine dans notre dossier qu'on recevra en instruction et à examiner. Donc ces moyens que vous déléguez, c'est une prestation que vous faites pour les opérateurs, c'est des moyens. Voilà. Comment vous fonctionnez pour accompagner les porteurs qui rentrent dans ce champ réglementaire? Donc, pas de prestation pour les porteurs de projets privés, voilà, clairement. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, on le fait pour notre propre compte. Donc, tout ce que j'ai présenté en termes de stratégie compensatoire, c'est ce qu'on fait pour les aménagements dont Bordeaux Métropole est le principal maître d'ouvrage. Il peut arriver qu'on ait des maîtrises d'ouvrage associées, par exemple, avec des sociétés d'habitat, par exemple, Aquitanis, etc. Mais là, on est dans des cas un petit peu particuliers. Mais sinon, c'est pour notre propre compte. Ce qu'on va faire, en revanche, qui n'est pas fait encore, c'est que là, on est en train de finaliser aussi tout un travail que je ne vous ai pas présenté sur la localisation des secteurs à forts enjeux écologiques, les zones en besoin de restauration, etc. Ce qu'on aimerait, in fine, c'est traduire dans le PLU les zones en besoin de restauration écologique. Donc, c'est-à-dire que tout un chacun pourra voir où sur le territoire se trouvent les zones dont il a été déterminé qu'il y avait un réel besoin de restauration écologique, et pourra donc mettre en œuvre cette restauration, pas qu'au travers de la compensation, mais éventuellement au travers d'autres choses. Mais en tout cas, on pourra avoir une idée de la localisation de ces secteurs privilégiés pour la compensation. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va le faire. Et donc évidemment, non, on ne fait pas de prestations et c'est pas facile à maîtriser justement parce qu'on nous le demande beaucoup. Et donc non, on ne fait pas de prestations. On laisse les opérateurs privés de compensation s'en charger. Voilà. J'avais plusieurs remarques. Effectivement, j'en profitais par rapport aux dispositions du SDAGE. La D43, elle est vraiment dédiée à ERC, zone humide et notamment urbanisme. Et effectivement, il y a de nouveaux entrants. Effectivement, le SDAGE recommande de mettre les mesures d'évitement de zones humides liées à des dossiers procédures administratives et les sites de compensation zone humide traduire dans les documents d'urbanisme. Ah, voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est une plus-value du SDAGE 2022-2027.
sinon, oui, pour répondre à monsieur Belloc, et je rejoins complètement l'analyse de Julien Maille de la DDT, voilà, avoir le temps long, on va dire, parce qu'on est dans le guidon, dans l'instruction, trouver du temps long pour faire des outils utiles, voilà, c'est pas évident, avec les moyens, sans étaler la misère à l'extérieur, les moyens humains et financiers même qu'on peut avoir nos services de l'État. Par contre, on essaye d'y travailler dans le cadre justement de la feuille de route zone humide du bassin d'Our-Garonne. On a une fiche action zone humide d'urbanisme, un pilotage État, et on essaye d'avancer sur ces sujets-là, et notamment en termes d'éléments du bilan, et même d'essayer d'élaborer une note technique zone humide d'urbanisme qui soit le moins ésotérique possible et la plus opérationnelle, assez synthétique, pour aller droit à l'essentiel. Et c'est bien que des exemples comme Métropole Bordeaux va nous inspirer pour la rédaction de cette note. Et simplement, je voulais rebondir simplement sur ce que vous avez bien mis en relief grâce à ce diagramme-là, et je trouve que c'est une très bonne idée. Effectivement, qu'on est vraiment dans la compensation de la perte. C'est vraiment de la perte, de la destruction de zones humides. Et c'est pourquoi, effectivement, les services instructeurs, nous sommes de plus en plus regardants sur la recevabilité, la compensation zone humide, et notamment liée à la nature de la compensation. C'est pourquoi, dans le SDAGE nouvelle version, et donc dans l'encart préalable à la D41, disposition D41, on a bien reprécisé qu'on attendait effectivement de la restauration, réhabilitation, à savoir effectivement remettre à niveau des fonctions physiques et biologiques altérées mais pas totalement perdues dans le cas de la restauration, et dans le cas de la réhabilitation, réapparaître des fonctions physiques et biologiques disparues mais qui ont eu existé. Donc évidemment, pour répondre à monsieur, le SDAGE bannit, encore plus que le précédent, encore plus la création ex nihilo. Et c'est vrai qu'une zone humide remplit plusieurs fonctions, fonctions biodiversité mais pas que, les fonctions auto-épuratoires, les fonctions hydrologiques. C'est pourquoi, effectivement, on ne peut pas se contenter d'une simple mise en gestion d'une zone humide déjà fonctionnelle pour regagner un gain, par exemple, biodiversité. On est vraiment dans de la restauration, notamment hydrologique. Voilà. Et c'est pourquoi, pour répondre à la Chambre d'agriculture, c'est vrai qu'aujourd'hui, la typologie la plus représentée de zone humide, c'est quand même la prairie humide. C'est la typologie qui est la plus représentée. Et donc du coup, c'est mathématiquement la plus impactée. Et c'est vrai que les zones humides ont payé effectivement un lourd tribut à la PAC, hein, c'est un secret pour personne, et c'est pourquoi il y a les sites candidats à la compensation, lorsqu'il faut compenser une prairie humide, c'est effectivement des zones humides dégradées, ou fortement dégradées. Donc c'est pourquoi, assez logiquement, on va retomber sur de la SAU. Et puis les données d'inventaire zones humides dont on dispose, on sait que la moitié, par exemple, des zones humides inventoriées sont des zones humides en SAU. Donc c'est pourquoi c'est raccord, si vous voulez. Et c'est pourquoi, effectivement, la priorité, c'est vraiment l'évitement, parce qu'on doit vraiment mesurer la faisabilité technique. Et donc, c'est un lien avec tout ça. Et je rejoins la personne de la métropole de Bordeaux. C'est que derrière, effectivement, ça n'enlève pas l'usage agricole. Voilà, au contraire, ça permet le maintien de l'élevage extensif qui est un petit peu en déclin, grâce à un élevage avec de la prairie permanente. Voilà, excusez-moi, j'ai fait un peu long, j'ai dit que... Juste pour ajouter un peu d'eau à votre moulin quand même, la compensation aujourd'hui, les derniers rapports, ils montrent qu'il n'y a que 20% des compensations en France qui sont soit mises en œuvre correctement. Oui. Donc ça veut dire que 80% de la compensation aujourd'hui, elle est soit pas mise en œuvre correctement. Donc je veux dire, la perte à l'échelle nationale, c'est quand même 80% des zones humides finalement, quoi, qui sont pas restaurées, pas compensées, quoi. Oui. Et après, voilà, sur le plateau landais, c'est vrai qu'il y a le cas particulier. Il peut y avoir des cas particuliers de l'arrêté qui sont des potes au sol. Effectivement, il y a après, regardez la hauteur de la nappe. C'est ça. Voilà, donc c'est vrai, là, c'est la difficulté. Voilà. Et simplement, une dernière chose. Du coup, vous avez dans le projet Métropole Bordeaux intégré aussi les espèces menacées, quasi menacées. Alors ça, c'est un travail qui est en cours, du coup. D'accord, et ça c'est intéressant parce que voilà, comme l'avait déjà présenté Stéphanie, il y a des dispositions des 44, des 47, c'est un peu décalé par rapport à la préservation de ces habitats d'espèces menacées, quasi menacées. Voilà, mais ça c'est un autre travail qui effectivement est en cours en parallèle, mais bon c'est voilà. Et la traduction des documents d'urbanisme. Et évidemment, et à la prochaine modif, c'est-à-dire pas celle qui est en cours, mais la suivante, voire une révision, puisqu'il y a peut-être une révision qui va être prévue. D'accord, merci. Question de Frédéric Doucet. Oui,
Oui, Frédéric Doucet à la DDT Lot-et-Garonne. Juste deux questions. La première, c'est votre territoire de la métropole est en lien avec d'autres. Comment vous avez travaillé avec les périphériques en tout cas? Il y a le département qui est impliqué aussi avec Aménageo. Voilà, quels sont vos liens? Comment et quel type de relation vous avez? Deuxième chose, la métropole, c'est 1 million d'habitants en prévision. Ouais. Vous avez... On a arrêté de se donner cet objectif, je crois. C'est un peu mal. Il y a un certain nombre de prairies humides en entrant sur Blanquefort, par exemple, où on construit fortement à l'heure actuelle. Donc, voilà. Et comment les sites de compensation, vous, en perspective, les surfaces sont là ou vous allez travailler avec d'autres territoires? Alors, je vais répondre en plusieurs fois. La première question, effectivement, sur les territoires voisins et sur la coopération territoriale, parce que finalement, ça rejoint un petit peu l'autre partie de la question. Donc, sur le travail avec les territoires voisins, malheureusement, en fait, c'est assez compliqué de les mobiliser. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a systématiquement invités à nos comités techniques et à nos comités de pilotage, mais ça n'a pas fait déplacer non plus les foules de nos voisins. Donc, voilà. Il faut bien s'arrêter à une limite en termes d'études. Pour nous, ça a été la limite administrative, même si on sait que d'un point de vue écologique, ça n'a pas forcément de sens. Mais voilà, nous, il fallait trouver une limite, sachant que sur le volet zone humide, effectivement, ça s'arrête aux limites administratives, mais par exemple sur le volet trame verte et bleue et sur le volet réservoir de biodiversité, on a plutôt choisi de faire un grand carré bien plus large que la métropole pour justement travailler sur ces limites avec les territoires voisins. Et avec les sages qui étaient invités, oui. Voilà. Ça date un peu, alors je sais pas, mais... mais... Le sage Vallée de la Garonne, du coup, est en limite de Bordeaux Métropole. Il y a une commune, il me semble, sur la Bordeaux Métropole. Donc c'est pas ce sage-là qui avait été... C'est plutôt le sage estuaire qui a dû être associé à la démarche. Tout à fait. Ouais. Et alors pour ce qui est effectivement de la question des compensations, donc faut savoir que nous on s'est donné un principe de base, c'est d'éviter de réduire, je le redis, mais bon, je leur dis. Et le principe de base, c'est que tout ce qui est détruit au sein de la métropole est compensé au sein de la métropole, puisque sinon on a une perte sur notre territoire. Sauf qu'en fait, c'est hyper compliqué. Jusqu'à maintenant, on a réussi à pas déroger à cette règle qu'on s'était donnée. Voilà. Maintenant, sur les nouvelles constructions, moi, je vois déjà venir le coup d'arrêt dans pas très longtemps, parce que de toute façon, on vient se rajouter, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais zéro artificialisation nette. Je pense qu'à un moment donné, là, on a atteint les limites de ce qu'on pouvait faire en termes d'artificialisation. On a 2 très gros types de projets. On a le Bordeaux Aéroparc. Donc là, c'est quand même 4500 hectares en milieu forestier. Je ne sais pas où on va trouver la compensation. Hein, voilà. Blanquefort, vous en parliez, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle l'écoparc. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, ça va tout simplement s'arrêter, parce qu'on n'aura pas les moyens de mettre en œuvre cette compensation. Voilà. Qu'est-ce qui va s'arrêter, le projet? Le projet, ouais. Ouais. Là, on est plutôt dans une réflexion de reconstruire la ville sur elle-même, d'avoir vraiment faire attention au foncier qu'on utilise, voilà, et de pas forcément aller vers de l'artificialisation systématique comme on a pu le faire un peu ces 40 dernières années. On verra. Vertueux, là, Bordeaux Métropole, de désimperméabilisation des sols. Alors, justement, on est en train d'y réfléchir, dans le cadre du ZAN notamment. On nous a demandé de réfléchir à ça. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle des artificialisations. On a fait plutôt beaucoup de renaturation, mais de la désartificialisation en elle-même. Donc là, on est en train d'y travailler dans le cadre d'une zone compensatoire, justement, sur un site naturel de compensation, qui est entièrement bitumé. Le retour d'expérience, c'est que ça coûte très cher. Voilà, soyons honnêtes. C'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Donc déjà, les travaux en eux-mêmes d'exportation de cette matière-là, la dépollution du sol et ensuite le stockage en fait, des matériaux qui sont eux-mêmes pollués ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Je pense qu'il y a une vraie plus-value écologique, mais il faut rentrer dans ses frais derrière. C'est pas la même chose, quoi. Eh ben, c'est pas simple en fait, on se rend compte, là on est sur un projet d'aménagement, alors c'est un autre contexte où justement il va y avoir tout un tas de matériaux qui vont être enlevés et on aimerait les réutiliser dans le cadre du projet et voilà, la maîtrise d'œuvre est pas... Enfin voilà, pour l'instant il trouve que c'est peut-être un petit peu compliqué de repositionner du matériau qui est potentiellement pollué et notamment il faut regarder si la nappe est pas trop... Enfin, est assez suffisamment loin pour pas qu'après ça crée une pollution, etc. etc. Mais oui, enfin, c'est une question qui se pose quand même. Oui.
vous avez dit que vous étiez vigilant au niveau de Bordeaux Métropole aux transactions foncières. Donc la compensation, effectivement, c'est la maîtrise du foncier qui prévaut. Est-ce que vous avez un droit de préemption sur les... Non, vous n'avez pas d'outils particuliers qui vous permet d'être prioritaire sur les transactions foncières? Non, et on n'est pas compétent pour le foncier naturel déjà, donc on passe par la SAFER. Voilà, l'établissement public foncier aujourd'hui nous a dit clairement qu'il ne se positionnerait pas sur le milieu naturel. Donc quand on voit des transactions passer sur du milieu naturel, on ne peut pas utiliser l'EPF pour faire ça. Enfin, chez nous en tout cas. Donc on passe par la SAFER. Voilà. Et c'est assez intéressant aussi de parler de foncier parce qu'il y a quand même eu un espèce de dumping du prix du foncier naturel, justement au regard de la compensation. Et nous, on a vu évoluer les prix des fonciers naturels et agricoles de manière assez catastrophique ces dernières années, notamment à cause justement de la compensation. Voilà. Moi, j'ai une question dans Marlène Canetti. Au département, vous disiez tout à l'heure que 80% des projets n'étaient pas compensés ou mal compensés. Quels sont les leviers, vos moyens d'action pour faire en sorte que ces projets soient compensés? Est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce qu'il y a des amendes? Comment ça se passe? Alors, nous, en interne de la métropole, on essaie d'être le plus parfait possible, vraiment. Mais le problème, c'est qu'on ne contrôle pas tout ça. Après, c'est les services de l'État qui, effectivement, ont le rôle de contrôle. Le problème, je pense qu'ils sont pas suffisamment nombreux pour aller contrôler toutes les mesures compensatoires qui sont mises en œuvre. Après, très régulièrement, voilà, il y en a qui se prennent un contrôle. Et bon, là, c'est le réveil d'un coup. Mais c'est pas possible d'aller contrôler toutes les mesures compensatoires qui sont mises en œuvre. Enfin, je pense pas, hein, voilà, les services de l'État... Voilà. C'est un problème. C'est le volet contrôle, effectivement. Alors, moi j'avais une question, parce que c'est un projet qui est plutôt ambitieux, et je me demandais si vous aviez des métropoles ailleurs en France qui s'intéressaient à ce projet-là. Quelle communication vous faites de ce projet? Quel lien avec d'autres collectivités territoriales pour peut-être un essaimage ailleurs? Donc nous, on donne tout. Vous nous demandez quoi que ce soit, on vous donne tout de A à Z. Tout est public. Voilà, on essaie avec grande difficulté de le mettre sur notre site internet de Bordeaux Métropole, mais ce qu'on fait est trop technique, donc ils ne sont pas très motivés pour l'instant. Et donc oui, il y a plusieurs métropoles qui nous ont contactés, plusieurs autres territoires, hein, pas que des métropoles aussi. Donc voilà, si vous voulez échanger plus en détail sur le sujet, nous on est disponible. Et donc tous les documents, tout ce qu'ont fait les chercheurs, toutes les méthodologies, tout est public, tout est partageable, tout est reproductible et on fournit tout ça avec grand plaisir. Le but, c'est que ça puisse s'aimer. Si on a fait quelque chose de pas trop mal, autant que... Voilà. Merci, on va passer...